Bonsoir, vous êtes docteur en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de notre société au changement du climat. Écoutez, le climat en ce moment c'est simple, c'est il pleut et il pleut encore, on va voir des images. On vit quand même un printemps, d'ailleurs je ne sais même pas si on peut appeler ça un printemps, mais une saison totalement hors norme avec toute cette pluie. Ah oui, effectivement, là on dépasse vraiment tous les quotas de pluviométrie. Il faut remonter vraiment très loin dans l'histoire pour avoir une telle pluie au printemps. On voit qu'on a totalement changé de situation. Entre l'année dernière, où jusqu'au mois de décembre encore, on avait ces sécheresses qui s'accumulaient. Et là, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Au moins une bonne nouvelle, les nappes phréatiques sont pleines ? Oui, elles sont largement plus que remplies, si ce n'est dans quelques nappes encore dans le Grand Est ou bien dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales qui restent dans une situation critique. Mais on a des nappes non seulement qui sont remplies, mais par endroits, le coefficient de ruissellement, de saturation est supérieur à 1. Ça signifie que toute nouvelle pluie ne peut que ruisseler. Il n'y a plus rien qui s'infiltre. Déborde, quoi. D'où les inondations qu'on a à peu près partout. Juste un mot, on commence à devenir des spécialistes du climat grâce à vos enseignements. Vous nous avez expliqué que 1 degré de plus, c'était 7% d'humidité en plus dans l'atmosphère. Est-ce que ça veut dire qu'avec le réchauffement du climat, la France, qui est un pays océanique, près de l'océan, la France va devenir un pays arrosé, généreusement arrosé? La France va devenir les deux extrêmes. Et ces deux extrêmes ne vont faire que s'accélérer. Quand on va se retrouver dans des conditions où on va avoir ces rivières atmosphériques qui arrivent en direction de la France... Depuis l'Atlantique? Depuis l'Atlantique, il faut bien comprendre que la France, c'est vraiment l'entrée de l'Europe, de la façade atlantique. Eh bien, à ce moment-là, effectivement, on est un pays plus que tempéré, on est un pays humide. Et donc, on a ce que l'on a actuellement, que ce soit chez nous ou en Angleterre, on a vraiment des sols totalement saturés, on n'a pas de problème d'eau. Mais regardons ce qui s'est passé entre 2017 et 2022. Chaque année ne se ressemblait pas et pourtant de manière chronique, ça a été l'inverse. On avait des situations plutôt anticycloniques et donc au lieu de gagner de la pluie qui va ensuite se renouveler dans les continents, on perd notre eau très très rapidement et beaucoup plus rapidement qu'on pourrait imaginer. Donc on va avoir les deux extrêmes. On a les deux extrêmes et surtout on peut basculer d'une situation à l'autre. Rappelons-nous de 2018, des inondations très importantes sur le bassin de la Seine, des pluies dantesques, un printemps très humide et pour autant 3 semaines de canicule ont suffi à faire basculer dans un état de sécheresse extrême. Alors pour l'instant on n'y est pas et on a plutôt des images de maisons inondées. Oui. Les assureurs s'en inquiètent. Il y a eu le gendarme de l'assurance qui a fait un stress test, comme on dit, pour imaginer ce que seront nos maisons en 2050. Et on va voir la carte qui émane des assurances, ce ne sont pas les climatologues. Ils nous disent, voilà, les régions en noir, il y a des maisons qu'on ne saura plus assurées. Donc on parle de l'Ille-et-Vilaine, on parle des Côtes-d'Armor, on parle des Bouches-du-Rhône. Par exemple, dans les Côtes-d'Armor, ils disent en 2050, il y a environ 7% des maisons qui ne seront plus ou très difficilement assurables. Alors, je trouverais intéressant d'essayer de regarder quelles sont les datas, les données qui ont été utilisées pour arriver à ces résultats-là. Ce qui est sûr, c'est que c'est très complexe d'arriver sur une projection à 2050, tout simplement parce qu'on est dans un contexte et dans un climat mondial qui se réchauffe et on est dans le hors norme, c'est-à-dire dans l'inconnu. C'est quelque chose que l'on n'a jamais enregistré dans la variation de tout le climat qu'on a pu enregistrer depuis à peu près 150 ans, depuis qu'on a des appareils de mesure. Et donc ça signifie que là, au moment où on se parle, effectivement, il pleut encore beaucoup, il fait froid même, mais partout ailleurs, regardons le Mexique, regardons l'Inde, tout le monde suffoque. Et donc, dans une atmosphère qui se réchauffe, moi je me rappelle quand j'ai démarré mes études, j'avais en tête le fait que seul le pourtour méditerranéen, et j'avais lu les premiers rapports du GIEC qui dataient de 2001, eh bien, seule la Méditerranée serait confrontée à des sécheresses. On a vu qu'en 2019, on avait des feux qui partaient en plein champ en Picardie. On a vu qu'on a vécu une sécheresse extrême dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, les Hauts-de-France sont dans l'extrême inverse. Mais on avait une baisse de toutes les nappes dans les zones derrière qui ne sont absolument pas concernées habituellement, la Normandie, les Hauts-de-France. C'est des zones où on achète de plus en plus de piscines parce qu'il fait de plus en plus beau longtemps. Juste pour revenir sur ces inondations et la montée des eaux et toutes ces maisons dont on se dit qu'un jour elles ne seront pas assurables, est-ce que ça peut provoquer un déclic? Je vous pose la question parce qu'il y a eu un déclic en Floride. Une maison non assurable, ça a été des maisons abandonnées. Est-ce qu'un jour, il y a des maisons qui valent des millions je vous pose la question parce qu'en septembre dernier, Fabrice Lucchini, c'était juste à côté sur le plateau de C'est à vous, a dit qu'il avait revendu sa maison de l'île de Ré
parce qu'il dit on m'a dit que dans 12 ans, il n'y aurait plus d'île de Ré. J'ai donc senti qu'il fallait s'arracher. Est-ce qu'il y a des zones côtières où, des maisons de famille d'ailleurs, qu'il faudra se résoudre à abandonner? Oui, il y a des zones qui vont être directement concernées par plus de submersion marine, par la surcote, la surélévation des océans. Et ça, on sait exactement où sont les zones qui vont être grignotées par la mer, où sont les zones où on va avoir plus de risques de submersion, c'est-à-dire cette entrée de la mer en direction des terres. Rappelons-nous de la faute sur mer avec la tempête Xynthia. On sait déterminer ces zones-là qui sont extrêmement fragiles et effectivement difficilement habitables dans un avenir proche. On a les zones de polder, par exemple, Dunkerque, ou toutes ces zones où on est en dessous du niveau de la mer. On est en dessous du niveau de la mer avec une surélévation marine. Ce sont des zones qui, dans 20 ans, 30 ans, on sait très bien qu'il y aura un risque d'habitabilité. Alors, c'est la même chose pour les Pays-Bas, mais surtout, en fait, partout, on a des contextes à risque qui sont totalement différents. Est-ce qu'on pourra encore habiter dans les Pyrénées-Orientales dans 5 à 10 ans? C'est des vraies questions qu'on va devoir se poser. Là, c'est même pas une question de fissures dans les maisons, c'est une question de disponibilité de la ressource en eau. Ouais. Donc, on est dans un contexte où, de toutes les façons, le cycle de l'eau s'accélère. Il s'accélère dans un sens, ça s'évapore très vite. Il s'accélère dans l'autre sens, où tout finit par précipiter, parce que la goutte d'eau dans l'atmosphère, quand elle est sous la forme de vapeur, eh bien, elle reste 8 à 10 jours. Donc, voilà, on est dans ce contexte, mais on peut travailler sur l'adaptation, on peut agir sur le bâti, et on peut, jusqu'à une certaine limite, au moins, trouver des solutions. Alors, agir sur le bâti, c'est vrai que Météo France, là, il pleut en ce moment, mais Météo France nous prédit un été peut-être caniculaire, un été chaud. Les canicules, ça provoque un autre dégât sur nos maisons. Je parlais des inondations tout à l'heure, ça provoque des fissures. Oui. On nous dit, alors toujours en 2050, les 3/4 des logements individuels pourraient être concernés par ces fameuses fissures. Je me dis, entre les inondations, les fissures, le diagnostic de performance énergétique, la rénovation thermique, ce n'est pas une sinécure aujourd'hui d'être propriétaire. Alors oui et non. C'est-à-dire que pour le risque inondation, jusqu'à un certain taux de niveau d'eau, on peut agir pour faire en sorte que l'eau ne rentre plus dans les maisons. Aujourd'hui, moi-même, je travaille sur plus d'une vingtaine de programmes à l'échelle d'agglomération en France. On aide les maisons à évaluer la hauteur d'eau dans le bâtiment, à évaluer ce qu'il va falloir protéger et quelles sont les mesures qui sont les plus adaptées. En plus, elles sont financées par l'État à hauteur de 80 à 100%. Donc, il y a vraiment un accompagnement global pour pouvoir devenir plus résilient. D'ailleurs, il y a de plus en plus de villes dans lesquelles vous voyez l'eau qui passe, un coup de Karcher, l'eau repart et on apprend à vivre avec. Il y a des niveaux dans lesquels c'est la vie qui est mise en jeu. Et là, il faut un toit refuge. Il faut réussir à réfléchir en amont à quelle sera la hauteur d'eau. Quand on sait qu'il y a 2 mètres de hauteur d'eau, qu'on va dépasser le plafond, parfois, ça devient inhabitable et parfois, il faut délocaliser la personne. En ce qui concerne le risque de retrait-gonflement d'argile, là c'est différent, qui va générer ces fissures. Il y a des solutions tellement simples et que personne n'applique. Et ça paraît fou, mais récupérer son eau de pluie quand il pleut, et en l'occurrence là on a beaucoup de pluie, et ensuite réhydrater les sols autour de sa maison pour éviter que ces fondations profondes vivent ce retrait et cette rétractation massive et ce gonflement massif lorsque les pluies arrivent 3-4 mois après, eh bien ça peut diminuer jusqu'à 90% le risque. On ne sait pas aujourd'hui parler de solutions. On n'est pas dans cette ère-là où on transmet aux gens les solutions efficaces à leur échelle. C'est vraiment la bascule des consciences qu'il va falloir activer. Alors, on a du mal à le croire parce que chez nous, on est en deçà des normales de saison. Là, il ne fait pas très chaud, mais il fait 37 degrés en Espagne. Il fait 52 degrés à New Delhi. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Les 37 en Espagne, les 52 à New Delhi qui montrent que on est à la limite, on suffoque, on ne vit plus à 52, c'est plus vivable. J'ai presque envie de dire ce qui m'inquiète le plus, c'est le fait qu'on perde nos niveaux de conscience du réchauffement parce que justement il fait froid. En France, le mois de mai arrive juste à peine au-dessus des normales saisonnières, c'est-à-dire qu'il est tout de même un petit peu plus chaud, mais pas beaucoup. Mais ces 12 derniers mois, on a battu des records historiques chaque mois de température mensuelle en France. On ne s'en rend pas compte, mais sauf que dès que ces rivières atmosphériques vont s'arrêter, on va basculer dans un extrême inverse. Et là, on ne sait pas gérer. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup des inondations. Quand on a 5 à 10 morts, on voit tous les médias, toutes les caméras qui viennent, qui interrogent les gens, etc. Est-ce qu'on se pose des questions quand on a des canicules? Pourtant, on a au moins 500 morts à chaque canicule. Rappelez-vous, en 2022, on a eu 61 672 victimes dans toute l'Europe juste
parler, forte chaleur. Et ça, on n'en parle jamais. Et c'est vraiment l'action qu'il va falloir mener pour adapter nos bâtisses. C'est notre plus grand défi. Merci beaucoup, Emma Aziza, donc docteur en hydrologie. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient sur la disparition de Lina. C'était il y a 8 mois. Sa mère, hier soir,